Les chiffres. Ils exercent sur nous une fascination. Ils nous écrasent de toute leur abstraction. Notre cerveau est comme paralysé par leur évocation, et nous ne prenons pas le temps de mesurer ce qu'ils figurent. Du moins, la mesure qu'ils figureraient si on y prêtait plus attention. Attention, baignoire risque de chute. Chaque jour, 5000 personnes chutent dans leur salle de bain. Et vous, 2 millions de chutes par an dans les salles de bain. 97% de nos clients se disent satisfaits et nous recommandent à leurs proches. Jusqu'au 31/12/2012, bénéficiez de 25% de crédit d'impôt et d'une TVA à 7%. Alors, évidemment, quand on voit 5000 personnes qui chutent dans leur salle de bain, on a le vertige, sans jeu de mots. 5000 personnes qui chutent chaque jour dans leur salle de bain. Ce qui fait que si l'on calcule, nous avons par semaine, donc 7 jours, 5000 fois 7 égale 35 000. Donc par mois, c'est-à-dire multiplié par 5 semaines environ, 35 000 fois 5 égale 175 000 personnes qui chutent dans leur salle de bain par mois. Ce qui nous fait par an, multiplié par 12, 175 000 fois 12 égale 27 millions de personnes tombent chaque jour dans leur salle de bain pendant une année. Non, c'est pas ça. Je me suis planté même. 2 100 000 personnes chutent dans leur salle de bain chaque année. La salle de bain serait-elle l'endroit le plus violent de la maison? De quoi inciter à ne plus jamais se laver. Heureusement, Sérénité Seniors est là pour allier sécurité et hygiène, même dans les lieux les plus violents. Un autre chiffre que vous avez certainement vu il y a 2 ans, l'année dernière également, c'est cette affiche qui nous informe que 50 000 personnes sont infectées du virus du sida sans même le savoir. Waouh, 50 000 personnes, waouh, c'est gros. Alors 50 000 personnes sont contaminées par le virus du sida sans le savoir. Mais comment vous le savez alors? Si eux-mêmes l'ignorent, d'où provient ce chiffre? Une déclaration sous hypnose de votre système immunitaire? On pourrait aussi rajouter un 0 ou 2 pour faire vraiment flipper tout le monde. Le but, c'est que les gens fassent le test ou qu'on parte du principe que tout le monde l'a déjà. Comme cette campagne est destinée à la France, j'ai tenu à en faire profiter nos amis du monde francophone. J'ai envoyé cette affiche à Normand Baillargeon, enseignant les fondements de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. L'auteur de tant de textes dénonçant la manipulation mentale ne pouvait être qu'amusé par l'invocation magique de ce chiffre inconnu dans cette campagne de publicité. Bienvenue à SIDA Info Service. Ne quittez pas, un écoutant va vous répondre. Si vous vivez avec le VIH, un questionnaire vous sera proposé en fin d'appel. Alerté et sensibilisé par cette campagne d'affichage audacieuse, j'ai voulu en savoir plus, comme c'est indiqué en bas de l'affiche, au numéro SIDA Info Service. Appel confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe, 24 heures sur 24, au 08 00 840 800, afin de connaître l'origine de ce chiffre. SIDA Info Service, bonjour. Nouvelle parenthèse vulgarisatrice. Le sida est un syndrome, c'est ce que je sais. Un syndrome
C'est un nombre de symptômes variables qui signifie qu'on a une maladie. Cette maladie, dans le sida, est le VIH, qui serait responsable de la disparition des lymphocytes T et vous rendrait vulnérable aux maladies qui traînent. Je résume bien entendu selon les infos à ma disposition. À vous de faire vos propres recherches pour compléter cette définition. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que nous. D'accord, bon, On bah, n'a c'était pas fait. de concurrents. Ouais, bon, bah voilà. 50 000 ? Mais pourquoi 50 000 ? D'où sort ce chiffre ? 50 000 ? Pourquoi pas 10 000, 100 000, 300 000 ? Alors là, vous pouvez vous demander légitimement, mais qu'est-ce qui prend à ce type de s'énerver comme ça contre une publicité qui invite les gens à se faire dépister ? Personnellement, j'ai toujours été sérieux, acceptant volontiers de faire un test lorsque l'on me recommandait d'en faire un. Or, en 2009, c'était mon 7e test Western Blot. Un de ces tests m'a déclaré séropositif. Si je m'en étais tenu à celui-là, sans aller faire un autre ailleurs, qui m'a dit le contraire, ça ferait 4 ans que je me bourrerais de médicaments pour rien. Pour une baisse hivernale de mon taux d'anticorps, au dire de médecins. 3 tests négatifs plus tard. Je me demande si pour expliquer mon cas, on ne doit pas invoquer une loi de la probabilité ou quelque chose comme ça, que sur 10 tests, on en a forcément un de positif. Et justement, voilà ce que disait Normand Baillargeon sur les faux positifs dans son petit cours d'autodéfense intellectuelle aux éditions Luxe. Il commence par citer Raymond Chevalier avec cette petite histoire. 4 hommes visitent l'Australie pour la première fois. En voyageant par le train, ils aperçoivent le profil d'un mouton noir qui broute. Le premier homme en conclut que les moutons australiens sont noirs. Le second prétend que tout ce que l'on peut conclure est que certains moutons australiens sont noirs. Le troisième objecte que la seule conclusion possible est qu'en Australie, au moins un mouton est noir. Le quatrième homme, un sceptique, conclut. Il existe en Australie au moins un mouton dont au moins un des côtés est noir. Les faux positifs. Nous supposerons une grave maladie mortelle qui affecte une personne sur 1000 au sein d'une population. Heureusement, des tests existent pour détecter cette maladie. Ces tests sont cependant légèrement imparfaits. Ils détectent la maladie lorsqu'elle est présente, dans 99% des cas, et donc ne reconnaît pas un malade atteint dans 1% des cas. D'un autre côté, il ne détecte pas de maladie lorsqu'elle n'est pas présente dans 98% des cas, et détecte donc malades 2 fois sur 100 des gens qui ne le sont pas. Ce sont eux qu'on appelle des faux positifs. Le médecin annonce à un patient que son résultat au test est positif. La question est de savoir à quel point cette personne doit s'inquiéter. La plupart des gens penseront que c'est à peu près certain que ce patient a la maladie. Pourtant, il y a seulement une probabilité sur 23 d'être vraiment malade. Ce qui n'est certes pas une excellente nouvelle, mais admettez que c'est moins terrible que notre intuition nous le laissait prévoir. Ce paradoxe devrait être connu et médité par ceux ou celles qui préconisent le dépistage obligatoire de certaines maladies. Les dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas qu'elles sont contaminées, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui font des dépistages réguliers. Ce sont des gens qui ont eu 1 ou 2 rapports comme ça et qui n'ont pas été faire un test parce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas pris de risque, parce qu'ils ne connaissent pas les modes de transmission. D'accord. C'est plus fréquemment des gens en fait qui pensent que ça ne les concerne pas. Ah. Vous voyez Ouais, mais du coup, ils font jamais de test. Mais c'est pour ça que la campagne d'info, elle va plus cibler des gens, alerter des gens qui vont, réaliser que oui, ils font peut-être partie de cette population-là, que celui qui va faire des tests régulièrement. Ça, c'est clair. D'ailleurs, dans la campagne, si on lit
la suite de la campagne, qui est peut-être pas directement affichée, c'est justement pour une prise de conscience pour des personnes qui ne font jamais de test. D'accord. Et on sait très bien que les personnes qui viennent se tester, dans les centres de dépistage en l'occurrence, c'est pas là où on a un plus gros nombre de personnes qui apprennent leur contamination. Ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de test. Vous avez des gens qui ont été mariés, qui après reprennent une vie, ils ont eu quelques partenaires. Et comment ils le savent alors du coup? Ils le savent malheureusement quand ils arrivent en phase sida, quoi. Ah d'accord. Donc ils sont déjà, ils arrivent à l'hôpital, on leur dit qu'ils ont une tuberculose, une pneumocystose. Il y avait une campagne avec marqué 50 000 personnes qui avaient le virus du sida sans le savoir, c'est fou, ça fait... Non, c'est pas totalement faux. Alors le chiffre est peut-être plus tout à fait exact, hein, c'était la campagne déjà de l'an dernier, mais il y a une estimation aux alentours d'eux, alors ça peut Comment être vous entre 30 calculez? et 50 000 personnes. C'est pas nous qui le faisons, monsieur, c'est le ministère de la Santé, hein, c'est une évaluation, hein, et ce sont vraiment des données fiables, hein, c'est pas juste pour faire peur, hein. Alors c'est peut-être pas 50 000 piles, mais on estime à peu près entre 30 à 50 000 personnes qui seraient contaminées sans le savoir. Au regard du nombre de contaminations, après là c'est mathématique, j'ai envie de dire. Là, moi je pourrais pas vous donner la formule magique, hein. Mais non, c'est à partir de données fiables, hein. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais été compté dans le nombre des séropositifs en 2009, puis retiré dans ceux de 2009, 2010, 2011. L'hypothèse que ces 50 000 personnes sont les 50 000 nouveaux cas qu'on découvre chaque année est une hypothèse néanmoins intéressante. Pourtant, si on lit les chiffres écrits à l'occasion du 1er décembre de cette année 2012, on peut lire ceci. En France, 150 000 personnes sont déjà touchées. De 6 000 à 7 000 nouveaux cas de séropositivité sont déclarés chaque année. Donc 6 000, on est quand même loin des 50 000, à moins qu'on prenne les 150 000 personnes déjà touchées et qu'on enlève 100 000 personnes de tous les séropositives. Et à ce moment-là, on trouve effectivement 50 000, mais alors là, ça colle pas. Pourquoi enlever ces 100 000 personnes ? On ne peut pas tenir compte des 6 000 à 7 000 nouveaux cas. Ou alors à ce moment-là, on rajoute 44 000 personnes au nombre de tests positifs. Mais alors pourquoi 44 000 à ce moment-là ? Je dois certainement me perdre dans des hypothèses. Donc c'est pas, cette campagne, dites-vous qu'elle cible plutôt des gens qui ont pas, qui pensent que ça ne les concerne pas. D'accord. C'est pour les cibler beaucoup plus eux. Que moi. Oui, que vous. Oui, parce que vous êtes avertis. Bon. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez que vous pouvez avoir un risque sur un rapport non protégé, et vous avez par contre des gens qui pensent que ça ne les concerne pas. Parce que, par rapport à leur mode de vie, par rapport à même leur sexualité, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. C'est pas du déni, c'est, voilà. D'accord. Est-ce que avoir un test séropositif signifie que vous avez le VIH ou signifie que vous avez un test positif ? J'ai passé l'hiver à être malade, passant d'un rhume à une grippe, à une pneumonie, une bronchite, une laryngopharyngologite, toutes sortes de maladies hivernales, abaissant ainsi mon taux d'anticorps à pratiquement zéro. Objectivement, c'est le fait de ne plus avoir d'anticorps qui faisait que je n'avais plus d'anticorps. Je parvins à remonter mon taux d'anticorps par 15 jours de corticoïdes, antibiotiques, puis repos. Parce que ce traitement n'est vraiment pas de tout repos. 1 mois plus tard, 1 an après, et 2 ans après, tous mes tests étaient négatifs. J'étais de nouveau en pleine santé. Pour ceux qui ont rempli un questionnaire lors du test, n'avez-vous pas été étonné qu'on vous demande si vous étiez homosexuel, africain ou dépressif ? Il y a même dans un de ces tests que j'ai rempli une question sur la consommation de cannabis. Le simple examen de votre sang n'y suffirait donc pas ?
Alors pourquoi se contenter de 50 000 ? Pendant qu'ils y étaient, sur l'affiche, ils auraient pu mettre le nombre d'homosexuels, d'Africains et de dépressifs et de fumeurs de joint de la France entière. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'ils ont fait. Et vous, quel a été votre résultat au test HIV ?